Le journal d'une femme de chambre, chapitre 8. 28 octobre. Enfin, j'ai reçu une lettre de Monsieur Jean. Elle est bien sèche, cette lettre. On dirait à la lire qu'il ne s'est jamais rien passé d'intime entre nous. Pas un mot d'amitié, pas une tendresse, pas un souvenir. Il ne m'y parle que de lui. S'il faut l'en croire, il paraît que Jean est devenu un personnage d'importance. Cela se voit, cela se sent à cet air protecteur et un peu méprisant que dès le début de sa lettre il prend avec moi. En somme, il ne m'écrit que pour m'épater. Je l'ai toujours connu vaniteux. Dame, il était si beau garçon. Mais jamais autant qu'aujourd'hui. Les hommes, ça ne sait pas supporter le succès, ni la gloire. Jean est toujours premier valet de chambre chez madame la comtesse Fardin, et madame la comtesse est peut-être la femme de France dont on parle le plus en ce moment. À son service de valet de chambre, Jean ajoute le rôle de manifestant politique et de conspirateur royaliste. Il manifeste avec Copé, le maître, qu'Aîné de Beaurepaire. Il conspire avec le général Mercier, tout cela pour renverser la République. L'autre soir, il a accompagné Copé à une réunion de la patrie française. Il se pavanait sur l'estrade, derrière le grand patriote, et toute la soirée il a tenu son par-dessus. Du reste, il peut dire qu'il a tenu tous les par-dessus de tous les grands patriotes de ce temps. Ça comptera dans sa vie. Un autre soir, à la sortie d'une réunion dreyfusarde, où la comtesse l'avait envoyé afin de casser des gueules de cosmopolites, il a été emmené au poste pour avoir conspué les sans-patries et crié à pleine gorge « Mort aux Juifs! Vive le roi! Vive l'armée !» Madame la comtesse a menacé le gouvernement de le faire interpeller, et monsieur Jean a été aussitôt relâché. Il a même été augmenté par sa maîtresse de 20 francs par mois pour ce haut fait d'armes. Monsieur Arthur Meyer a mis son nom dans le Gaulois. Son nom figure aussi en regard d'une somme de 100 francs dans la Libre Parole parmi les listes d'une souscription pour le colonel Henry. C'est Copé qui l'a inscrit d'office. Copé encore qui l'a nommé membre d'honneur de la patrie française. Une ligue épatante. Tous les domestiques des grandes maisons en sont. Et il y a aussi des comtes, des marquis et des ducs. En venant déjeuner hier, le général Mercier a dit à Jean « Eh bien, mon brave Jean, Jules Guérin, dans l'Anti-Juif, a écrit sous ce titre « Encore une victime des youpins ». Ceci, notre vaillant camarade antisémite Monsieur Jean, etc. Enfin, Monsieur Forain, qui ne quitte plus la maison, a fait poser Jean pour un dessin qui doit symboliser l'âme de la patrie. Monsieur Forain trouve que Jean a la gueule de ça. C'est étonnant ce qu'il reçoit en ce moment d'accolades illustres, de sérieux pourboires, de distinctions honorifiques extrêmement flatteuses. Et si, comme tout le fait croire, le général Mercier se décide à faire citer Jean dans le futur procès Zola pour un faux témoignage, que l'état-major réglera ces jours-ci, rien ne manquerait plus à sa gloire. Le faux témoignage, est-ce qu'il y a de plus chic, de mieux porté cette année dans la haute société? Être choisi comme faux témoin, cela équivaut en plus d'une gloire certaine et rapide à gagner le gros lot de la loterie. Monsieur Jean s'aperçoit bien qu'il fait de plus en plus sensation dans le quartier des Champs-Élysées. Quand le soir au café de la rue François Ier il va jouer à la poule au gibier ou qu'il mène sur les trottoirs pisser les chiens de madame la comtesse, il est l'objet de la curiosité et du respect universel. Les chiens aussi, du reste.
C'est pourquoi, en vue d'une célébrité qui ne peut manquer de s'étendre du quartier sur Paris et de Paris sur la France, il s'est abonné à l'Argus de la presse, tout comme Madame la Comtesse. Il m'enverra ce qu'on écrira sur lui de mieux tapé. C'est tout ce qu'il peut faire pour moi, car je dois comprendre qu'il n'a pas le temps de s'occuper de ma situation. Il verra plus tard. Quand nous serons au pouvoir, m'écrit-il négligemment. Tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute. Je n'ai jamais eu d'esprit de conduite. Je n'ai jamais eu de suite dans les idées. J'ai gaspillé les meilleures places sans aucun profit. Si je n'avais pas fait la mauvaise tête, moi aussi peut-être serais-je au mieux avec le général Mercier. Copé, Déroulède, et peut-être, bien que je ne sois qu'une femme, verrais-je étinceler mon nom dans les colonnes du Gaulois, qui est si encourageant pour tous les gens de domesticité, etc., etc. J'ai presque pleuré à la lecture de cette lettre, car j'ai senti que M. Jean est tout à fait détaché de moi, qu'il ne me faut plus compter sur lui et sur personne. Il ne me dit pas un mot de celle qu'il m'a remplacée. Ah, je la vois d'ici, je les vois d'ici, tous les deux, dans la chambre que je connais si bien, s'embrassant, se caressant, et courant ensemble, comme nous faisions si gentiment, les bals publics et les théâtres. Je le vois, lui, en par-dessus mastic, au retour des courses, ayant perdu son argent et disant à l'autre, comme il me l'a dit tant de fois à moi-même, « Prête-moi tes petits bijoux et ta montre pour que je les mette au clou. » À moins que sa nouvelle condition de manifestant politique et de conspirateur royaliste ne lui ait donné des ambitions nouvelles et qu'il ait quitté les amours de l'office pour les amours du salon. Il en reviendra. Est-ce vraiment de ma faute ce qui m'arrive ? Peut-être. Et pourtant il me semble qu'une fatalité dont je n'ai jamais été la maîtresse a pesé sur toute mon existence, et qu'elle a voulu que je ne demeurasse jamais plus de 6 mois dans la même place. Quand on ne me renvoyait pas, c'est moi qui partais, à bout de dégoût. C'est drôle et c'est triste. J'ai toujours eu la hâte d'être ailleurs, une folie d'espérance dans ces chimériques ailleurs, que je parais de la poésie vaine, du mirage illusoire des lointains.